Donc, nous, on va parler un petit peu de... On va rentrer un petit peu dans l'usine. On va parler un peu de fabrique. Donc, le capital environnemental ainsi peut être envisagé comme un ensemble de valeurs investies par des acteurs, notamment en vue de prendre le contrôle, alors, de manière réelle ou symbolique, d'un territoire. Il ne s'agit pas simplement d'investir dans ce capital pour les acteurs, il s'agit bien également de créer les conditions favorables à son émergence. Puisque l'objectif pour ces acteurs, c'est de définir donc, des nouvelles normes socio-environnementales. Alors, on verra que ces nouvelles normes, parfois, elles peuvent vite se périmer et puis donner la place à la création, à la recréation d'autres normes pour valoriser donc, un capital environnemental. Donc, le processus, cette fabrique du capital environnemental qu'on va définir comme la fabrique, c'est la transformation d'une matière première en un système de valeurs. Il comprend deux temps. Le premier, c'est celui de la construction, donc il correspond à une phase de sélection des matériaux et d'assemblage de ceux-ci pour faire émerger de nouvelles valeurs environnementales à l'échelle d'un territoire. Et puis, un deuxième temps, une phase de production qui regroupe ici les différentes formes d'incarnation et de diffusion de ces valeurs environnementales. Par exemple, sous la forme de lobbying, pour en faire un capital mobilisable. Puisqu'on va partir du postulat que le capital environnemental, il ne peut exister que s'il est partagé et diffusé, pour qu'il puisse être quelque part convoité. Alors détaillons un petit peu les deux phases. La phase de construction d'abord. Alors, de nouveau deux sous-temps. Le premier, c'est la sélection des matériaux qui peuvent être bruts ou transformés. Donc là, c'était exactement la notion qu'on a vue dans la précédente communication entre l'existant, le concret et puis la perception. Donc qui peuvent être relatifs à des éléments matériels et immatériels également. Et puis l'assemblage ensuite de ces éléments pour en faire donc un socle de valeur environnementale dont l'intensité peut varier. Alors, nous, on estime, on pose l'hypothèse que c'est peut-être en fonction des valeurs, ou de leurs valeurs, spécifiques, leur caractère spécifique ou novateur, en tout cas pour le territoire en question, et de leur exclusivité. Alors, à ce stade, l'exclusivité, c'est que c'est bien finalement uniquement entre les mains des acteurs fabricants. Alors, deuxième phase, la phase de production. Donc, il va recouvrir deux modalités, la modalité de partage, donc une partage entre acteurs avertis, entre initiés, et puis une modalité de diffusion, donc là qui est beaucoup plus large au sein de l'ensemble de la société. Après ces deux modalités, il y a deux dimensions, donc là le tableau est un peu compliqué, on va essayer de faire une grille après pour simplifier, je ne suis pas sûr qu'elle soit plus simple en fait. Donc une dimension horizontale, qui correspond à une dimension du territoire, donc qui varie de la territorialisation, alors territorialisation qui peut aller dans un sens ou dans l'autre, ça peut être top-down, bottom-up, et dont la conséquence, ça va être des sous-processus de ségrégation, d'intégration, selon la façon dont ça va se passer, et puis à l'opposé du voisinage, donc à l'opposé sur cette dimension horizontale, du voisinage, donc avec cette fois-ci, au contraire, de nouvelles valeurs environnementales qui vont plutôt être uniquement partagées au sein d'un groupe, donc là encore d'initiés, avec pour conséquence l'entre-soi. Dans l'autre dimension, la dimension verticale qui correspond au réseau, à la dimension de réseau, on a, on va dire, la forme la plus, qui va le plus vers la base, c'est la localisation. Donc là, la conséquence, bien sûr, c'est l'universalisation de ces nouvelles valeurs qui sont partagées par le plus grand nombre, et puis avec l'inclusion du global dans le local. Et au contraire, on a le peer-to-peer, donc vraiment, là, l'échange entre spécialistes, donc on est sur du réseau, c'est déconnecté du territoire, on est bien d'accord, mais qui a pour conséquence la légitimation d'une élite locale, en référence avec ces autres acteurs. Bon, ceci dit, derrière tous ces processus, ces modalités, on a un objectif commun qui est de transformer ces nouvelles valeurs environnementales en un capital environnemental, et un capital à part entière. Alors, pour analyser cette phase de production, donc on vous propose de projeter les stratégies déployées par les acteurs sur une grille. Il ne s'agit pas d'une projection sur deux axes qui obéirait à des règles statistiques très précises. C'est plutôt un outil d'analyse qualitatif qui va permettre d'apprécier le positionnement des acteurs en fonction d'analyses qu'on peut établir
travers les entretiens, notamment. Donc on est plus ici dans une phase exploratoire, hein, je le répète, et on est plutôt là pour vous proposer nos réflexions et avoir un débat autour de ces notions. On ne vous livre pas de modèle clé en main. Donc dans un premier temps, on reprend nos deux dimensions, donc horizontale et puis verticale. On va retrouver ensuite des valeurs. Donc, au croisement du processus donc de voisinage et de localisation, on a des valeurs communes qui seraient fondées sur l'idée de partage au sein d'une communauté, donc avec une idée d'inclusion, de valeurs globales. Donc, pour citer un exemple, pour que ce soit un peu plus concret, on pourrait citer l'exemple de la lutte contre les aliens plantes. Ensuite, elle va s'opposer à des valeurs d'entre-soi, donc au croisement donc, du voisinage ou du peer-to-peer, dans l'autre sens, dont la dimension première, elle, c'est d'être partagée par un microcosme fermé, et donc composant une élite locale. Et là, on est dans une dynamique beaucoup plus excluante. Typiquement, la constitution d'EcoEstate, des gated communities fondées sur les valeurs environnementales, ça rentre dans cette logique. Au croisement de la territorialisation et de la localisation, on trouve des valeurs génériques, c'est-à-dire la mise en avant de valeurs globales au détriment de toute spécificité locale. Bon, la protection de l'environnement, voilà, dans son ensemble global, c'est une valeur générique. Et ça va se distinguer de valeurs spécifiques, donc qui vont se fonder sur la mise en avant de caractéristiques originales, exclusives du territoire, par exemple la mise en valeur éco-artistique, le type le Sentier des Lauses en Ardèche, qui rentrerait dans cette catégorie. Donc on retrouve nos modalités de diffusion, hein, sur la partie, on va dire, nord-est, et puis de partage sur la partie sud-ouest de notre diagramme. C'est là où on explique peut-être un tout petit peu les choses, on est dans la diagonale, mais en fait, surtout quand on va positionner nos acteurs par rapport à leur stratégie, donc chaque acteur va correspondre à une zone, en fait, hein, selon son positionnement, on va réussir peut-être à essayer de percevoir un petit peu dans quelle logique il mobilise ce capital environnemental, et notamment dans une logique d'intégration ou de domination, puisque, en tout cas, nous, selon nos exemples, on peut peut-être parfois prétendre que des acteurs mobilisent le capital environnemental aussi dans une dimension d'intégration, mais sans doute un capital qui ne convient pas à tout le monde. Voilà. Donc cette grille, elle peut être envisagée pour observer la stratégie d'un ou plusieurs acteurs, mais aussi dans une logique diachronique, et c'est ce que va vous présenter Sylvain. J'espère qu'on ne vous a pas perdu. Alors, si jamais on vous avait perdu, on va essayer de prendre des exemples pour vous retrouver. Donc, alors un petit peu, comme le disait Gabriel dans la présentation précédente, en réalité, nous aussi, on est quand même plutôt parti d'une démarche inductive, mais il se trouve que dans cette présentation, on vous le propose plutôt selon une dynamique déductive. Mais en effet, c'est quand même du terrain, bien sûr, que nous sont venus dans l'ensemble de ces propositions. Donc c'est pour ça qu'on va vous montrer comment ça peut s'appliquer donc, à 3 exemples sud-africains sur lesquels nous avons pu travailler de manière commune avec Julien. Alors ces 3 exemples n'ont pas été pris au hasard, parce que tous les 3, ils caractérisent des espaces qu'on pourrait qualifier d'espaces à haute valeur environnementale. Voilà. Donc bien sûr chacun de ces 3 espaces dispose de valeurs environnementales qui sont souvent relatives à une certaine exceptionnalité. Donc c'est bien sûr un premier biais qu'il faudra ensuite bien sûr discuter ensuite. Ces 3 types d'espaces, en fait leur logique c'est un gradient d'urbanité. Donc le premier type d'espace, il s'agit d'une zone rurale Kolobeni, voilà, d'une zone rurale d'un ancien Bantoustan en Afrique du Sud. Voilà, qui justement appartient plutôt à une catégorie d'une ruralité africaine plutôt marquée par des caractéristiques d'une pauvreté assez importante. Ensuite, le deuxième terrain, il s'agit le terrain qu'on appelle Eden Touado. Il s'agit donc d'une zone rurale qui appartenait aux anciens territoires blancs du temps de l'apartheid en Afrique du Sud, et donc qui donne lieu plutôt à des espaces ruraux qui ont été quand même relativement développés, donc selon des normes et des valeurs entre guillemets à l'européenne. Voilà. Et le troisième espace se situe aux marges d'une grande métropole, d'une ville-monde qui est la ville du Cap, au sein de la péninsule du Cap, et donc il s'agit essentiellement d'un contexte périmétropolitain. Voilà, donc ces 3 exemples donc, présentent des gradients et présentent aussi des gradients en termes de construction et de production du capital environnemental. Donc on va commencer par le premier exemple, donc l'exemple de Kolobeni. Voilà. Alors, pour chacun des exemples, pour être assez pédagogique et pour vous permettre de raccrocher justement avec la grille générale qu'on a essayé de proposer en première partie d'intervention, on va reprendre pas à pas les différentes étapes
donc de construction, puis de production du capital environnemental. Donc à Colo-Beni, l'étape de construction se base donc d'abord sur un ensemble de matériaux. Voilà. Et donc pour cet espace en particulier, ces matériaux se composent, donc je vous les livre comme ça, un petit peu en vrac, mais se composent donc d'une zone côtière qui est remarquable et qui est relativement peu développée, justement parce que pendant l'apartheid, elle était caractérisée par un territoire bantoustan et donc échappée aux espaces des convoitises des colons et puis ensuite des populations les plus riches du pays qui étaient les populations blanches. Entre-temps, c'est un espace qui a été labellisé par plusieurs ONG internationales, en particulier par l'ONG Conservation International. Donc il s'agit d'un hotspot de biodiversité, un point chaud de biodiversité. C'est aussi un espace qui est composé de plusieurs réserves naturelles qui sont gérées par l'organisme provincial de conservation de la nature de la province du Cap de l'Est. Voilà. Et c'est aussi donc un espace qui dispose un espace côtier qui dispose d'une ruralité qui est assez... assez spécifique en Afrique du Sud, avec une assez faible densité de population qui s'oppose à la densité de population à l'intérieur de cet ancien Bantoustan, qui elle est plutôt forte. La bande littorale, en effet, s'identifie comme un espace bien particulier du point de vue de cette ruralité. Alors, donc ces matériaux en soi ne présentent pas, je crois que c'est là où on pourrait avoir un débat aussi dans ce colloque, parce que les matériaux en soi ne présentent pas de valeur en termes de capital environnemental. Il faut qu'ils passent par la moulinette d'un assemblage, ensuite par la moulinette d'un processus de production pour ensuite faire émerger des idées de capital environnemental. En soi, ces matériaux n'ont pas d'impact direct en fait, sur le capital environnemental qui, lui, va être mobilisé en fait, par des acteurs. Donc c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à cette phase d'assemblage. Et là, cette phase d'assemblage, c'est-à-dire comment ces matériaux, dans un espace qui a été délaissé pendant de longues années, qui aujourd'hui est encore un espace au sein duquel les touristes qui viennent en Afrique du Sud ne vont pas beaucoup, parce qu'il s'agit d'un espace qui souvent n'est pas bien réputé pour des questions d'insécurité, etc. Comment transformer donc, du coup, ces matériaux en quelque chose qui pourrait ressembler à un capital environnemental, qui pourrait donc servir à, éventuellement, comme disaient les collègues tout à l'heure, à être converti ensuite dans un autre type de capital, qui serait par exemple du capital économique. Donc c'est assez compliqué. Le projet qui a été trouvé pour assembler ces matériaux, c'est un projet écotouristique. D'autant plus que cet espace est convoité par des grandes compagnies minières internationales qui souhaiteraient pouvoir en extraire tout un tas de minéraux lourds qui sont contenus dans les dunes littorales. Donc c'est vrai que face à ces projets d'extraction, il devient urgent pour les acteurs de se mobiliser, justement de fabriquer et de produire un capital environnemental qui leur permettrait de lutter de manière légitime contre ces compagnies minières qui souhaitent tout simplement détruire l'ensemble des éléments de biodiversité présents sur ce territoire et de relocaliser les populations rurales à l'intérieur. Il s'agirait d'un changement assez brutal de géographie. Alors ce projet écotouristique, en revanche la question qu'il faut qu'on pose, c'est est-ce que c'est un projet écotouristique qui dispose de valeurs environnementales suffisantes pour pouvoir véritablement profiter aux populations locales. On pourrait reformuler ça d'une autre manière. Est-ce que ce sont des valeurs qui seront donc exclusives aux populations locales ou est-ce qu'elles ne pourront pas aussi profiter à d'autres types d'acteurs? Donc c'est pour ça qu'on a essayé de positionner maintenant sur notre schéma les deux acteurs qui nous intéressent, qui sont donc un acteur qui s'appelle Sustaining the Wild Coast. En fait, il s'agit d'un réseau d'ONG environnementales et ce sont eux les premiers qui depuis longtemps ont milité pour la protection de la biodiversité sur ce territoire. Et l'autre acteur, il s'agit de l'Amadiba Crisis Committee, qui est d'une certaine manière le relais local de ce réseau d'ONG environnementales et qui est composé en fait d'habitants ruraux, donc de ces villages de la côte sauvage. Alors, justement, le schéma nous permet de voir que ces deux acteurs finalement mobilisent les mêmes matériaux, sont d'accord sur l'assemblage qui peut être à leurs yeux le seul assemblage pour faire face au projet d'extraction minière, mais néanmoins on s'aperçoit que les choses ne sont pas si simples parce que malgré une concomitance des matériaux et des assemblages, ces deux acteurs ne produisent pas le même capital environnemental. Non seulement ils ne produisent pas le même capital environnemental, mais ils n'arrivent pas non plus finalement à se mettre véritablement d'accord sur des valeurs communes qui leur permettraient d'aller dans une même direction, dans une même dynamique, dans le but d'être très fort et très légitime face
aux entreprises d'extraction minière. Alors ça, on le voit sur le schéma, alors on espère que c'est relativement clair, mais l'ONG, le réseau d'ONG, il est effectivement très vertical sur le schéma parce qu'il est surtout déterminé par la dimension réseau, hein, bien sûr, donc un réseau d'ONG qui sont toutes extérieures à l'espace considéré, et le comité de crise locale, lui, bien sûr, une dimension horizontale qui est très liée au territoire local. Donc ça, je crois qu'on voit bien cette opposition, donc territoire-réseau entre les deux acteurs. Voilà. Et on s'aperçoit aussi que l'acteur Sustaining the Wild Coast est plutôt intéressé quand même par la fabrication à la fois de valeurs génériques. Pourquoi ? Parce qu'il s'appuie sur le hotspot de biodiversité, il s'appuie sur des réseaux d'ONG amis qui sont encore à un autre niveau, au niveau international. Donc elles veulent vraiment rentrer dans le grand jeu global en fait, des grands discours et des grandes valeurs de protection de la nature. Donc voilà pour leur surreprésentation des valeurs génériques. Mais elles ont aussi tendance à vouloir agencer, produire des valeurs spécifiques parce que depuis très longtemps, ces ONG ont fait de cet espace-là véritablement un enjeu de combat historique, presque un enjeu identitaire pour elles-mêmes. C'est-à-dire que la plupart font de la protection de cet espace véritablement leur raison d'être. Donc à partir de ce moment-là, il y a vraiment la mobilisation d'une valeur spécifique qui est la protection de cet espace. Donc on voit que c'est surtout ça qui les intéresse. A l'inverse, leurs relais locaux, avec qui pourtant ils sont alliés dans ce conflit, qui est d'ailleurs un conflit très violent, il y a régulièrement des morts face aux compagnies minières et aux relais locaux des compagnies minières, donc il ne s'agit pas du monde des bisounours là-bas. On a affaire là à un relais local qui, elle, au contraire, a plutôt tendance à vouloir utiliser le capital environnemental pour protéger la ruralité, pour protéger le territoire local, et a tendance à plutôt, justement, miser sur ces questions de voisinage et de territoire. Et on voit que finalement, la zone de superposition entre les deux logiques de capital environnemental des deux acteurs est relativement faible et a du mal à se projeter du côté des valeurs communes. C'est seulement au niveau d'un certain nombre de valeurs génériques, finalement, que les deux acteurs arrivent à se mettre d'accord. Et dans ces valeurs génériques, du coup, on retrouve l'écotourisme. L'écotourisme qui, lui, est bien sûr très bien inséré dans cette logique de valeurs génériques globale et souvent très lié aux grands impératifs de protection de la nature dans le monde. Donc on le voit, ce schéma, finalement, ce croisement, ne permet pas véritablement la production d'un capital environnemental qui permettrait finalement une sortie de crise. Voilà. C'est finalement deux capitaux environnementaux qui s'opposent. Ensuite, on a un deuxième exemple, donc qui est un petit peu différent, parce que déjà, on n'est pas du tout dans le même type d'espace. Et là, les acteurs qu'on va étudier sont plutôt dans des stratégies de complémentarité. Alors là encore, on repart, donc de manière très terre-à-terre, sur quels sont les matériaux pour construire le capital environnemental dans cet exemple de Eden to Ado. Alors là, on a affaire à quelque chose d'assez... quelque chose d'assez original, c'est-à-dire qu'un des matériaux de ce territoire, c'est un récit environnemental qui a été construit sur la possibilité pour des éléphants de retrouver leurs itinéraires ancestraux de migration entre deux endroits que sont la zone d'Ado et un autre endroit qui s'appelle la zone d'Éden. En fait. Et donc l'idée de cette ONG qui se mobilise justement pour la reconstitution de ces itinéraires historiques de migration, c'est véritablement ce récit-là. Il y a tout un récit qui a été conçu et qui fait partie des matériaux. Autre matériau, une propriété foncière qui est essentiellement aux mains des Blancs, essentiellement aux mains de populations qui sont aisées, donc qui, comme diraient nos collègues de Tolère, possèdent déjà d'autres capitaux et donc peuvent être capables justement de les convertir. Et cette propriété foncière, bien sûr, se fait en relation avec des espaces à haute valeur environnementale et avec des points de vue paysagers, par exemple, exceptionnels. Et comme dernière forme de matériau, nous avons la présence de nombreux parcs nationaux et de nombreuses réserves naturelles, voilà, qui sont en fait localisées, je dirais, dans la continuité de ce territoire. Et donc, comment construire quelque chose à partir de ces matériaux? Donc, c'est là où l'ONG qui s'appelle Eden to Ado a une idée, c'est justement de concevoir un corridor de biodiversité qui pourrait permettre à la fois d'associer les espaces naturels protégés existants et surtout de convaincre les propriétaires fonciers de convertir leurs terres en des zones de protection environnementale et donc de convertir leurs capitaux en des capitaux économiques et fonciers en capitaux environnementaux. Voilà. Et l'idée, bien sûr, de ce corridor, c'est
de proposer un capital environnemental qui soit de l'ordre de l'exclusivité pour l'ONG, donc il y a quelque chose là d'un projet qui est de l'ordre exclusif, mais en même temps qui a besoin d'une complémentarité forte avec l'organisme de gestion des réserves et des parcs qui est l'organisme SANParks, donc l'organisme de gestion d'Afrique du Sud des parcs nationaux. Donc la production du capital environnemental sur cet exemple, elle est tout à fait donc aussi originale, c'est-à-dire qu'on a donc les deux acteurs, voilà, donc l'acteur de l'ONG Edentwedo et l'acteur des parcs nationaux. Et là, il s'agit donc autant le schéma précédent, je l'ai dit, c'était plutôt un schéma un peu d'incompréhension, d'absence de valeur commune. Là, il s'agit vraiment d'un schéma de complémentarité dans la production du capital environnemental. Pourquoi ? Parce qu'on a l'acteur que représente l'ONG environnementale qui cherche surtout à mobiliser les valeurs d'entre-soi. Pourquoi les valeurs d'entre-soi ? Parce que la présidente de cette ONG que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, elle passe presque sa vie à aller convaincre tous les propriétaires fonciers qui vivent dans ce très grand territoire qui est longue de quasiment 500 km de long, aller voir tous les propriétaires fonciers pour qu'ils se décident de faire partie de ce corridor et donc de transférer justement leurs propriétés foncières en des zones de protection privée de l'environnement. Donc là, on est véritablement dans le façonnement de valeurs de l'entre-soi. Mais en même temps, cette ONG est aussi dans l'idée de mettre en place des valeurs spécifiques, et la valeur spécifique, elle est autour de l'idée de corridor. Autant les idées de corridor sont maintenant au niveau international des idées qui sont assez communes, assez banales même, qui relèveraient plutôt de la valeur générique. En revanche, dans cette zone-là d'Afrique du Sud, l'autorité des parcs nationaux n'étant pas du tout à la manœuvre pour proposer des corridors de biodiversité pour lier tous ces parcs, il s'agit véritablement d'une valeur spécifique qui est défendue du coup par l'ONG et qui tient bec et ongle à son idée de corridor. Valeur spécifique et surtout bien sûr liée aussi à ce récit environnemental sur la migration des éléphants. Et on s'aperçoit donc que l'acteur parc national, qui a donc une importance aussi dans ce dispositif parce qu'il est quand même propriétaire et gestionnaire de grands espaces naturels protégés, lui va plutôt mobiliser des valeurs génériques d'une protection nationale de la nature en lien bien sûr avec les grands impératifs internationaux. Et donc on le voit que là que les deux acteurs finalement sont complémentaires et vont pouvoir produire ensemble des valeurs communes. On le voit que la zone de superposition entre les deux acteurs, une partie de cette zone-là se situe aussi au niveau de la mise en place de valeurs communes qui donc vont leur permettre ensemble, probablement un jour, de pouvoir mettre à bien ce projet. Et peut-être même à la fin, l'ONG pourra proposer au parc national de récupérer la gestion de l'ensemble du corridor, peut-être. Enfin, il y a des tas de possibilités. Donc on voit que c'est une autre manière justement de mobiliser, d'utiliser le capital environnemental. Enfin, troisième exemple, j'espère qu'au fur et à mesure des exemples, vous comprenez plutôt un peu mieux qu'un peu moins ce qu'on est en train de dire. Le troisième exemple, c'est la péninsule du Cap. On est encore dans un autre contexte, puisqu'on est dans un contexte qui est périmétropolitain. Donc là, pareil, on revient à la base, c'est-à-dire quels sont les matériaux. Alors, la péninsule du Cap est tout à fait intéressante parce qu'on est dans ce qu'on appelle le royaume floral du Cap, qui est une zone très réputée d'endémisme végétal, qui est liée au fynbos, qui est une espèce de maquis méditerranéen qui est spécifique donc du coup à la zone du Cap de l'Ouest en Afrique du Sud. Mais la péninsule du Cap, compte tenu de la localisation, de la présence de la montagne de la Table, du Cap de Bonne-Espérance, on est aussi dans une zone de paysage culturel très important, qui a une dimension patrimoniale qui est très forte. Et donc, depuis quelques années, il s'agit aussi d'un grand parc national sud-africain qui s'appelle le Table Mountain National Park. Qu'est-ce qu'on fait de ces matériaux ? Comment on les assemble ? Alors là, c'est une histoire qui est peut-être encore un petit peu plus complexe que les deux autres histoires qu'on vous a racontées, parce que c'est une histoire qui est diachronique, où il y a plusieurs étapes, et qui commence par la mobilisation dans les années 1970 et 1980, la mobilisation par les acteurs locaux, par les résidents du Cap, pour pouvoir véritablement protéger leur péninsule et la transformer en un parc national. C'est comme ça, ça va être le premier objectif d'investissement du capital environnemental donc de ces habitants, c'est de pouvoir créer un parc national. Mais ensuite, le parc national, une fois qu'il existe, et c'est un peu comme partout ailleurs, les résidents finissent par s'en séparer, finissent par s'en détacher, finissent par le critiquer et finissent finalement par se retrouver et par essayer d'utiliser leur capital environnemental d'une autre manière. Comme le parc a déjà été mis en place, du coup, il faut qu'ils puissent utiliser leur capital d'une autre manière. Et c'est à ce décrochement qu'on va assister, c'est-à-dire à comment finalement des acteurs ont réussi à mettre en place un projet de parc et ensuite comment ils vont s'en détacher et comment lui-même, l'acteur parc,
va finalement peu à peu se détacher de sa base participative, pour se concentrer justement sur la mobilisation de valeurs qui sont très génériques. Alors ça, on le voit donc sur le schéma. Donc le premier schéma de notre, c'est même pas une diachronie, c'est une trichronie, hein, il y a trois temps, donc les années 80, les années d'apartheid, où là finalement les seuls acteurs qui se préoccupent véritablement de la protection de la nature sur la péninsule du Cap, ce sont les associations de résidents, qui, vous le voyez, sont dans une logique horizontale dans notre schéma, c'est-à-dire très territoriale, avec bien sûr du voisinage, hein, parce que l'idée c'est eux, ils sont voisins les uns les autres, et quelque part ils savent, peut-être aussi, c'était une des idées, qu'ils savent qu'avec la fin de l'apartheid, ça serait peut-être une bonne chose pour eux qu'il y ait un statut de protection pour cet espace, pour éviter peut-être, je ne sais pas, l'éruption de populations pauvres et non blanches qui viendraient d'autres espaces. Hein, ça c'est une peur qu'il peut y avoir, donc c'est peut-être aussi un des objectifs. Bon. Donc, et aussi une volonté de territorialisation, c'est-à-dire de mettre du label, de mettre vraiment la légitimité territoriale dans ce projet de protection. Ensuite, on arrive à une deuxième étape qui est 1998, la date de création du parc national, où là, on le voit, on assiste quand même à on a un schéma qui ressemble à celui de Eden Touado. On a une forme de complémentarité là entre les deux acteurs. Donc les résidents, on a déjà décrit, donc cette idée de voisinage, de territorialisation, et le parc est confié donc à l'organisme national de protection des parcs en Afrique du Sud post-apartheid, voilà, et à l'époque va investir de deux manières, voilà, sur des valeurs génériques, comment raccrocher cet espace-là dans un cadre d'une protection nationale de la nature post-apartheid avec le slogan « Park for all and forever », un parc pour tous et pour toujours, mais aussi, d'ailleurs avec des financements internationaux, avec des relations avec la Banque mondiale, enfin avec tout un système de financement aussi qui est très international, mais aussi l'élaboration de valeurs communes avec la mise en place de forums participatifs promettant et permettant la cogestion du parc avec tous ces résidents qui finalement ont passé leurs 30 dernières années à se mobiliser pour la création de ce parc. Donc c'est pour ça que là, la zone de superposition entre les deux relève des valeurs communes, et c'est intéressant, on est vraiment sur un schéma qui montre comment on peut créer des valeurs communes au sein du capital environnemental. Mais là, cette situation ne va pas durer, parce que très vite, il va y avoir des deux côtés des formes de rétraction. Le parc, plus intéressé par ses dimensions nationales de gestion au sein d'une ville qui n'est pas du même bord politique, elle, parce que la ville du Cap n'a jamais été du même bord politique que le bord politique national sud-africain, va se rétracter, va finir les forums, va plutôt s'intéresser à des questions de valeurs génériques. Voilà, avec l'inscription du parc national comme patrimoine mondial de l'humanité, par exemple, vous voyez, donc ils visent quand même un autre niveau, ils sont dans un autre niveau de gestion de reconnaissance. Et à l'inverse, les résidents, qui ne vont pas être forcément toujours les mêmes, certains vont être déçus, il va y avoir aussi un renouvellement des associations, des lobbies, des groupes de pression, eux vont avoir tendance à plutôt se rétracter sur des questions de valeur d'entre-soi et comment finalement utiliser leur capital environnemental au service de la création de ce qu'on pourrait appeler un glacier environnemental, c'est-à-dire comment protéger leur foncier, leurs biens immobiliers et leurs valeurs en fait, leurs valeurs environnementales et locatives et aussi de qualité de vie dans cette péninsule face finalement à un parc dont elle se désolidarise parfois même totalement. Donc pour conclure rapidement, juste trois réflexions. La première, c'est, en tout cas nous, ça nous semble important, c'est de souligner la possibilité qu'en fait la mobilisation, l'émergence du capital environnemental, en fait, ce soit un processus cyclique et qu'il y ait différentes générations de capital environnemental, alors qu'ils soient liés à un même acteur où plusieurs acteurs, l'arrivée de nouveaux acteurs peuvent se succéder. Du coup, quand on parlait tout à l'heure justement du nouveau qui n'est pas toujours nouveau, effectivement, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que la nouveauté d'un moment et la spécificité d'un moment peut devenir la généralité par la suite, et donc du coup, par manque de convoitise et manque de spécificité, générer un nouveau capital, enfin, en tout cas, une nouvelle phase. Deuxième élément, c'est notre grille de lecture, donc, qui est exploratoire. L'intérêt qu'on y a trouvé, c'est en fait en positionnant nos acteurs, c'est de réussir à faire émerger assez simplement en fait, par le croisement un petit peu de ces zones, des éléments qui finalement dans notre analyse n'avaient pas toujours été aussi simples que ça à faire émerger. Et là, juste tout simplement en essayant d'expliquer pourquoi quand on positionnait chaque acteur l'un à la suite des autres, ils se recoupaient à certains endroits et pas à d'autres, finalement ça nous éclairait sur nos exemples d'un jour nouveau. Donc du coup, ça c'était un apport, on trouvait ça plutôt intéressant à mettre sur la table. Et puis, dernière réflexion, sur
tous les exemples, hein, là on en a présenté 3, mais en fait on en a mobilisé d'autres, on en a retenu 3 qui nous semblaient relativement différents et puis pourtant communs. On s'est posé la réflexion de savoir si le capital environnemental, c'était pas aussi quelque chose qui était forcément cytocentré, dans le sens où les deux types d'exemples dans lesquels on a pu vraiment mobiliser, c'était des acteurs qui se mobilisaient sur un lieu qui était vu, enfin sur un espace qui était vu comme un front pionnier, donc qui était vu comme pionnier, donc c'est une logique vraiment dans ce sens-là, soit sur des espaces qui étaient investis de longue date. Hein, donc là, c'est plutôt l'exemple du Cap qu'on vous a présenté. Du coup, c'était vraiment sur ce deux types de territoires pour trouver vraiment ces logiques-là. Voilà, merci.